On est dans un monde dans lequel, quand il s'agit de manger, la nourriture aujourd'hui nous divise. Mais il faut être capable aujourd'hui d'assumer notre omnivorisme. Donc c'est ça l'idée de notre méthode néolithique, c'est finalement de revenir à la source de tous les aliments. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour et bienvenue. Et vous le savez, en matière de santé, la tradition aussi a du bon. On va en parler ce matin avec mes invités. Serena Pavoni, bonjour et bienvenue. Bonjour. Serena, vous êtes neuroscientifique spécialisée sur la maladie d'Alzheimer et la nutrition. Tout à fait. Vous êtes venu avec Adriano Farano, bonjour et bienvenue. Adriano. Buongiorno. Ça commence. Vous êtes journaliste à la base et boulanger engagé aujourd'hui. Vous avez ouvert en plein confinement Pane Vivo, une boulangerie atypique installée dans le 20e arrondissement de Paris, à Ménilmontant. Vous y proposez un pain qui fait du bien, disponible par abonnement avec livraison gratuite dans toute la France. Eh ben oui, parce qu'il se garde 10 jours. Et c'est au début de l'aventure Pane Vivo que vous vous êtes rencontrés tous les deux et que vous avez décidé de conjuguer vos expériences collectives pour proposer une méthode nutritionnelle qui soit bonne pour la planète, pour la santé, pour le palais. Et vous croyez profondément que le moment est venu de formaliser une véritable méthode néolithique, c'est un mot qu'on va expliquer ce matin, dans le but de fournir un guide précieux aux consommateurs égarés du 21e siècle. Ça, c'est nous. Et on retrouve cette méthode dans un livre que vous publiez aujourd'hui qui s'appelle Manger néolithique chez Ulmer, où pour la première fois, Adriano, vous dévoilez votre recette du pain vivant. Oui, une excellente recette, au levain naturel. S'appuyer sur notre histoire pour mieux construire l'avenir de la nutrition à la lueur des dernières études en matière de nutrition. Et le premier fournil est antérieur au néolithique pourtant. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a 32 000 ans, dans la grotte de Pagliacci, donc dans la promontoire du Gargano, dans les Pouilles, il y a eu sans doute le tout premier fournil ancestral. Alors il faut savoir que le triticum, c'est-à-dire le blé, n'existait pas encore, et donc le premier pain de nos ancêtres était à base d'avoine. Et déjà, ils avaient ce procédé avec des pierres d'écraser. C'est ça, d'écraser la farine. On peut dire que la première farine était une sorte de pesto. C'est pas pour tout ramener à l'Italie toujours, mais une sorte de pesto de blé. Et effectivement, le mot néolithique, Philippe vous en parlait tout à l'heure, vient du grec néos, nouveauté, nouveau, et lithos, pierre. Pourquoi ? Parce que c'était des nouvelles façons que nos ancêtres avaient développées pour utiliser la pierre, entre autres, je dirais toujours pour faire deux choses. L'une, se nourrir, donc en écrasant effectivement des céréales, des baies, etc. Et l'autre, malheureusement, pour s'entretuer, mais ça c'est une autre histoire. Alors le néolithique, c'est quand en termes d'années? Ça fait combien? 10 000 ans. Ouais. Environ 10 000 ans. 10 000 ans. Ouais. C'est environ 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, quand l'homme, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à se sédentariser. En se sédentarisant, donc, il a pu créer petit à petit la civilisation parce qu'il était plus nomade et notamment, cette capacité à se sédentariser lui est venue de la capacité à stocker de l'énergie pas chère, notamment par le blé, par les céréales. Et c'est pour ça que les céréales représentent toujours une partie fondamentale de notre histoire. Oui, et légumineuses. Oui, mais ils ont commencé aussi à les cultiver. Ils ont commencé à les cultiver, donc l'agriculture, et de là, on a eu aussi l'écriture, par exemple. Si vous regardez les premières tablettes cunéiformes, on retrouve en fait plutôt des mesures d'hectares, ce qu'il fallait donner aux paysans qui travaillaient, etc. Donc tout est lié finalement à cette histoire de la capacité de l'homme à sceller un pacte avec la nature, sauf qu'aujourd'hui, ce pacte, petit à petit, s'est érodé. Parler de votre méthode, la méthode néolithique permet de faire le contrepoids à une autre méthode et à un autre régime, le régime paléo, très populaire de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Tout à fait. C'est un régime qui repose sur des études faites par les chercheurs Cordin. Et il s'intéresse à des populations aujourd'hui qui vivent un peu encore selon des façons de faire chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire ils sont très éloignés par rapport à notre société et par rapport à leur façon de se procurer la nourriture. Et donc, ils remarquent qu'effectivement, ils souffrent moins des maladies cardiovasculaires, ils ont des bons paramètres.
bons paramètres biologiques. Donc il suppose, il se défend bien avec cette méthode, avec cette façon de faire. Il chasse du gibier, donc il mange beaucoup de viande. C'est un régime plus carnivore. Plus carnivore, tout à fait. Et du coup, il a l'idée de proposer ces régimes paléolithiques qui se basent effectivement sur un régime principalement carné. Sauf que quand aujourd'hui, on va voir, c'est ce qui se passe quand on compare un régime omnivore qui effectivement inclut de la viande et qui se rapproche plutôt de ces régimes paléolithiques par rapport à un régime plutôt végétal sur 22 couples des jumeaux. Parce qu'ils ont fait l'expérience, c'est ça. Il y a eu une étude scientifique qui a été faite sur 22 couples de jumeaux. Effectivement, les régimes plus végétals, ça donne des paramètres améliorés par rapport au régime omnivore qui met en avant des produits carnés, par exemple, ou plus proche au régime paléo. Et donc, ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on n'est pas dans des milieux comme les chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs qui sont sur Terre, et que donc on peut se procurer un certain type de viande, une certaine qualité de viande, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais mangé des viandes comme aujourd'hui, autant de viandes comme aujourd'hui. Ça, il faut les reconnaître. Même auparavant, c'était des plats réservés pour des personnes quand même assez riches. C'était la fête. C'était la fête, et surtout les familles, même à la campagne, il fallait beaucoup de travail pour avoir, et aussi de la chance pour avoir du bétail, et il y en avait très peu. Et donc, quand on avait des repas carnés, c'était vraiment durant les fêtes, et les restes, c'était plutôt d'origine végétale. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on n'a pas de la viande, par exemple, ou de la protéine animale dans l'assiette, ça ne nous fait pas un vrai repas. Et puis, l'autre chose du régime paléolithique, c'est qu'il repose sur des bases génétiques. C'est-à-dire, l'hypothèse, c'est aussi que l'homme, il n'a pas évolué au niveau génétique autant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tous nos organes sont restés comme l'homme du paléolithique. Oui, et la génétique aussi. C'est-à-dire que notre ADN, notre génome n'a pas autant changé. Effectivement, d'une part, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on sait aussi que la génétique, c'est pas tout. Il y a l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est autour de notre ADN et qui fait que l'ADN va être exprimé et que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire, moi, je peux avoir... L'ADN, c'est comme un livre écrit que nous portons à l'intérieur de nous. Mais comme ce livre va être lu, ça dépend de l'épigénétique. Et l'alimentation... Alors, l'épigénétique, c'est notre ADN à l'épreuve de l'environnement. Voilà. De notre environnement aujourd'hui. Tout à fait. Qui évolue. Comme il s'exprime, ce qui va impacter effectivement notre génome, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et l'alimentation, la nutrition, c'est quelque chose qui effectivement rentre dans l'épigénétique. Donc on ne peut plus dire, dans les paléolithiques, on vivait de la chasse, de la cueillette, c'était beaucoup de viande, donc notre génome n'a pas changé, il faut continuer à faire ça. Il faut revenir comme mangeaient nos ancêtres. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et donc nous par rapport à ça, on s'est dit c'est pas possible de recommander un régime qui avait été pensé pour quand l'homme était chasseur-cueilleur, donc en clair il vivait dans les cavernes, il n'y avait pas d'élevage, il n'y avait pas d'agriculture, alors qu'aujourd'hui notre mode de vie, comme le disait Serena, a complètement changé. Et en revanche, ce qu'il faut, c'est au lieu de créer des régimes donc basés sur la privation, parce que le régime paléo en est c'est un régime dans lequel il ne faut pas manger de laitage, il ne faut pas manger de gluten. Des légumineuses. Donc tout ça, c'est se priver finalement. Donc c'est encore une fois un autre régime basé sur la privation. Et nous, ce qu'on dit, c'est non, revenons au néolithique, c'est-à-dire quand l'homme a justement cessé d'être juste chasseur-cueilleur pour s'installer, pour sceller ce pacte avec la nature et finalement créer un régime dans lequel qui puisse faire la part belle aux vrais aliments, mais non pas à leur ersatz industriel, comme le pain qu'on peut retrouver aujourd'hui en boulangerie artisanale qui est devenu beaucoup trop indigeste, les laits qui sont devenus inflammatoires, la viande aussi, etc. Mais revenons à la source des vrais aliments. Et comme vous l'expliquez, finalement, l'homme est omnivore. Tout à fait. L'homme est omnivore, mais aujourd'hui, effectivement, il faut que cet état,
conscience au niveau, on l'acquérit en fonction de ce qui est notre environnement. Parce que c'est l'environnement qui, effectivement, nous dit ce qui est mieux ou pas mieux pour notre santé. Et les études qui vont avec, bien sûr. Mais si l'environnement a changé d'une certaine manière, il faut qu'on s'adapte. En fait, l'évolution, c'est aussi adaptation. Donc, on ne peut pas ni revenir en arrière. Il faut qu'on aille en avant. Bien sûr, les néolithiques, c'est juste la promotion d'une période dans laquelle, effectivement, l'homme, comme Adrien nous l'a dit, a scellé un pacte avec la nature. Donc, il respectait profondément la nature. Il commence à cultiver beaucoup des céréales, des légumineuses. Il commence aussi à fermenter. Et il nourrit cette biodiversité qu'aujourd'hui, on est en train de perdre. Et cette biodiversité, en fait, qui baisse, on sait bien que ça a un impact négatif sur l'environnement, mais aussi chez nous, chez l'homme. Et là, c'est les microbiotes, que ce soit à l'intérieur de nous, mais même au niveau des microbiotes, de ces systèmes symbiotiques qu'on utilise pour fermenter, par exemple. L'omnivorisme, il faut faire attention parce que souvent aujourd'hui on en est finalement coupé par tous ces appels à des régimes basés sur la privation. Et nous, ce qu'on dit dans le... Oui, où on exclut certains groupes d'aliments. Exactement. Donc, vous avez finalement la nourriture, l'alimentation est quelque chose que, historiquement, nous a rassemblés. Être à la même table, être en bonne compagnie, du latin cum pane, avec le pain, c'est les personnes avec qui vous partagez le pain, est quelque chose qui a toujours rassemblé les êtres humains. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, quand il s'agit de manger, à chaque fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, Philippe, vous invitez des gens à la maison qui ne mangent pas de gluten, qui ne mangent pas de viande, qui est vegan, qui est ceci, qui est cela. La nourriture aujourd'hui nous divise. Et ce que nous disons dans le livre, c'est que finalement, ce n'est pas facile, mais il faut être capable aujourd'hui d'assumer notre omnivorisme, d'assumer toutes les responsabilités qui vont avec, de l'impact par exemple sur l'environnement des élevages, de l'impact et aussi sur l'environnement par exemple des cultures de blé. Il faut rappeler que le blé en France, sur 1 hectare, vous avez besoin jusqu'à 450 kilos pour 1 hectare d'engrais azotés pour faire pousser du blé, alors que normalement c'est la plante par excellence qui devrait savoir s'adapter. Il suffit de prendre des variétés anciennes. Donc c'est ça l'idée de notre méthode néolithique, c'est finalement de revenir à la source de tous les aliments. On vous garantit que si on fait ça, on est capable de redécouvrir notre omnivorisme. Voilà, alors une méthode plus végétale, mais qui n'exclut pas les protéines. Et on verra tout à l'heure. Alors on parle de la méthode d'alimentation néolithique ce matin avec mes invités Serena Pavoni et Adriano Farano. Le livre s'appelle Manger néolithique aux éditions Le Maire. La méthode nutritionnelle anti-inflammatoire. On parlait de cet homme du néolithique qui était devenu agriculteur... fermenteur. Et fermenteur. C'est ça qu'on a oublié d'insister là-dessus. Et vous dites que comprendre la fermentation, c'est comprendre qui nous sommes. Comment redonner à la fermentation la place qu'elle devrait avoir dans notre alimentation ? Bonne question. Je pense qu'il y a déjà des initiatives des commerces qui remettent en avant des techniques qui sont un peu ancestrales, comme la fermentation par les vins. Aujourd'hui, on a aussi des kéfirs d'eau ou des laits d'eau, j'entends des fruits, parce que vous donnez la recette dans votre livre, oui. Comme kéfir des fruits. Du coup, des fermentations, effectivement, qui réapparaissent sous la forme des petites entreprises. Ça, c'est primordial, parce que ça, on l'a mis un peu de côté. On a un peu... plutôt choisi des fermentations sur grande échelle au niveau industriel. Donc c'est des biotechnologies, on sélectionne la souche qui nous plaise le plus. La levure du boulanger, c'était un exemple emblématique, on en parle aussi dans les livres. Et du coup, encore une fois, là, on va diminuer cette biodiversité qu'on a alimentée, perpétuée pendant des années. Et du coup, je disais des initiatives au niveau des entreprises qui peuvent effectivement promouvoir ces types de fermentations spontanées, sauvages, comme on les appelle. Déjà, je pense que c'est primordial parce que ça fait un peu des contrepoids de la grande industrie, de la grande entreprise
entreprise qui effectivement sélectionne une souche et qui produit à grande échelle avec des micro-organismes sélectionnés, et ça n'a pas du tout après au niveau de l'aliment les mêmes impacts, parce qu'il y a même là on retrouve une biodiversité qui est beaucoup plus basse. Mais au-delà de la biodiversité, il y a tout ce que ces ferments et ces micro-organismes vont produire, parce que c'est pas seulement une question, il y a plus de richesses microbiennes, c'est aussi chaque microbe a son propre boîte à outils d'enzymes et d'outils qui permettent effectivement de produire des molécules et des substances qui effectivement sont supposées être anti-inflammatoires, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi la production de certaines vitamines, certains acides aminés, et donc il y a aussi une perte de la richesse au niveau nutritionnel. Adriano. Il y a fermentation et fermentation, c'est ça l'idée. Alors déjà la fermentation, il faut un peu la décomplexifier, parce qu'à chaque fois que vous mangez du chocolat, que vous buvez du café, que vous buvez une bière, que vous mangez du pain, vous êtes en train de manger en fait des aliments fermentés. Vous buvez du lait fermenté. Voilà. Il y a on a quand même des gens qui nous écoutent mais qui boivent beaucoup de lait fermenté. Bien sûr. Les ribauts ou le ben. Oui, et qui a des un excellent impact sur notre microbiote. Mais il faut aussi comprendre que, comme disait Serena, donc l'industrialisation a fait en sorte à l'homme de devenir un peu malin et de se dire en fait finalement je vais plutôt choisir une fermentation qui va me faire gagner de l'argent parce qu'elle va être beaucoup plus rapide par rapport à une autre. Sauf que, en fait, 9 fois sur 10, on se rend compte que celle qui prend plus de temps est aussi celle qui nous fait le plus de bien. L'exemple du pain est symptomatique. Vous prenez aujourd'hui le pain que vous retrouvez dans la plupart des boulangeries qui va vous être proposé, il va être fermenté à la levure. Mais plus encore, ce qui est pour moi vraiment un scandale, c'est que vous avez les pains au levain, dits au levain, qui en fait contiennent, oui, du levain, mais aussi de la levure. Pourquoi ? Pour aller plus vite. Or, si vous rajoutez de la levure dans le pain, au levain, même si vous mettez du levain, en fait, vous perdez l'indice glycémique faible, vous perdez une meilleure dégradation du gluten et vous perdez surtout une assimilation des minéraux. Donc, par exemple, vous prenez un pain complet au levain, vous pensez avoir un peu de minéraux, etc. En fait, non, vous n'allez pas bien pouvoir les assimiler. Et nous, c'est pour ça, par exemple, avec Pane Vivo, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va mettre que du levain naturel. En faisant ça, vous avez vraiment un pain qui vous fait du bien. Le pain est un exemple, mais il y en a plein d'autres. La mer, mais il vient d'où votre levain ? Alors, on lui a donné un petit nom, il s'appelle Viviana, déjà parce qu'en italien, en fait, le vin naturel, on dit pasta madre, c'est féminin. Je trouve que dans la culture de la boulangerie française, il y a de façon générale beaucoup trop de testostérone. Donc là, c'est une levain mère, ok ? Donc mère, effectivement, parce qu'il y a un côté maternel, parce que ça donne la vie, et ça vient d'une petite boulangerie des Pouilles qu'il a démarré en 1887. Donc c'est un levain... qu'il a quel âge, votre levain ? 138 ans. Et donc ce levain, on l'a fait analyser, donc il pète la forme. Il a sur 1 gramme, Philippe, 2,9 milliards de bactéries lactiques et 200 millions de levures. Et en fait, tout ce petit monde, qu'est-ce qu'il fait ? Et nos ancêtres du néolithique, ils n'avaient pas toute la science. Ils le faisaient sans savoir pourquoi. C'est ça, alors que nous, on le sait. En fait, tout ce petit monde, il veut faire une chose, il veut manger. Qu'est-ce qu'ils veulent manger ? Ils veulent manger le sucre. Et ça tombe bien parce que nous, aujourd'hui, on a trop de sucre. Donc, ils arrivent, ils mangent du sucre, ils font des petits roux et le gluten va encapsuler cette air qui a été éjectée par les micro-organismes, donc qui ont mangé en quelque sorte le sucre, et va faire en sorte que votre pâte va pouvoir lever. C'est la magie de la fermentation. Mais attention, c'est la fermentation notamment lactique, non pas la fermentation alcoolique qui est engendrée par la levure, qui est, elle, en fait, d'une certaine façon, on peut dire maléfique, au moins pour la digestion des céréales, alors que la fermentation lactique est là plein d'avantages pour la santé. En fait, on a besoin des deux. C'est une symbiose. C'est un équilibre comme pour toutes les choses. Symbiose. On a évolué avec ces symbiontes qui sont les bactéries, les levures, les virus, etc. On en a partout. On a plus des... peut-être... Non.
plus ou moins les mêmes nombres, on va dire, des cellules, ça a été revu, des cellules humaines que des micro-organismes microbiens dans notre corps. Donc on est vraiment en train d'évoluer sur Terre. L'Homo sapiens, il évolue sur Terre grâce à cette symbiose. Donc dans les livres aussi, on parle des symbioses internes, mais aussi d'une symbiose externe, c'est-à-dire que tout ce qui est écosystème pour les fermentations, là on a parlé des fermentations plutôt au niveau industriel ou moins industriel, mais on peut en faire aussi chez nous grâce aux sémères qui se propagent et qu'on peut se donner des mains à main, mais ce sont des symbioses externes. La symbiose, c'est en aide, en entraide entre différentes... Et vous l'expliquez bien dans le livre, parce qu'il y a une grande mode des prébiotiques, des probiotiques, et ça donne un résultat symbiotique. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Oui. On expliquera tout à l'heure. Je voudrais juste revenir, parce que vous êtes un passionné d'histoire, Adriano, sur les premières expériences de fermentation qui ont eu lieu. À qui on doit la fermentation? Les premiers fermenteurs, c'était qui? Alors, on dit les Égyptiens. En réalité, ça a été bien avant. C'est pas possible que ça soit aussi récent parce que d'ailleurs le mot bière dans la langue du pays de Sumer était sikarou, et sikarou veut dire pain liquide. Donc on imagine bien un homo sapiens de la période du pays de Sumer, ayant laissé peut-être du pain qui était dans une petite bouillie comme ça de côté, et puis étant revenu une semaine après, et l'avoir goûté, il a dit « Ah bah tiens, c'est sympa », et il a commencé à se sentir un peu plus comme ça excité. C'est parce que c'était sans doute du pain qui avait fermenté et qui a donné de la bière. D'ailleurs, en Ukraine, ou même en Russie, vous avez le kvass, qui est une bière à base de pain fermenté. Et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que sans doute les premières fermentations ont eu lieu par hasard. Et comme d'ailleurs dans beaucoup de recettes, la tarte tatin, etc., on retrouve en fait ce rôle magique du hasard. Oui. Les populations de l'Est qui consomment énormément de pays fermentés, le lait fermenté notamment, et c'est les Bulgares qui est très connu justement pour consommer beaucoup de produits à base de ferments, qui a fait les premières études sur le lien entre la fermentation et la longévité. Tout à fait. On les doit à eux parce qu'ils ont culturellement effectivement cette consommation et aussi cette idée d'aller cette conscience aussi, cette conscience, comme vous dites. Et après, c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, beaucoup des pays, ils ont leur lait fermenté. En France, on a les ribots, dans les Maghreb aussi, il y a d'autres... Les Turcs ont leur lait fermenté, enfin voilà. Tout le monde a son lait fermenté. Et en fait, ça aussi, on l'a mis d'un côté, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On produit des tonnes, des litres, de lait, et la fermentation, on l'a un peu oublié. Et c'est quelque chose qui vient de très loin, et pour revenir sur la longévité, là, il y a eu les premiers, effectivement... Là, il y a eu des études qui ont validé le lien entre la fermentation et la longévité. Et une meilleure digestion aussi, parce que en fait, boire du lait de vache comme ça, d'un coup d'un seul, dans un verre comme ça, c'est quelque chose finalement, et de le faire tous les jours, c'est quelque chose de finalement assez moderne. Avant, on n'était pas aussi bête que ça. On avait la chance d'avoir du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre, et il valait mieux le transformer en fromage pour pouvoir s'en servir quasiment toute l'année. Bien sûr. La conservation. C'est la conservation. Et la conservation. Et c'est ça qui a permis à l'homme de se sédentariser. C'est la capacité à stocker des aliments de garde finalement. Le pain, c'est pareil. Quand les bergers partaient en transhumance, ils avaient toujours un petit peu de vin, un petit peu de fromage et un petit peu de pain qui pouvait se garder même un mois. C'est ce que j'appelle, moi, un peu la trinité de la fermentation. C'est des aliments extraordinaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de nous dire couper le gluten, couper l'alcool, couper le lait. C'est devenu n'importe quoi. Couper le sucre. Donc nous, ce qu'on dit, c'est non. Au lieu de couper toutes ces choses-là, coupons la bêtise et l'envie de l'homme de profiter, alors que finalement, ce qui nous importe à nous, c'est de réconcilier notre histoire avec notre santé. C'est vraiment l'objectif du livre.
Alors, c'est un régime, une méthode néolithique qui est plus végétale, mais qui n'exclut pas les protéines. Comment on fait pour couvrir les besoins en protéines et en acides aminés dans votre méthode ? Essentiel, c'est ça. Les acides aminés essentiels, on sait que c'est plus difficile peut-être à attendre. Quand on ne mange pas de viande, voilà. Voilà, quand on ne mange pas des viandes ou des produits animaux. Donc, une des stratégies, par exemple, aujourd'hui, on la met beaucoup en avant au niveau scientifique, c'est l'association des céréales et des légumineuses, parce qu'on sait qu'en associant les deux, en fait, on peut combler ces besoins d'acides aminés essentiels. Après, il y a des recettes dans le livre pour l'expliquer. Ouais, enfin, il y a beaucoup de recettes italiennes, je voudrais pas dire, mais... Les départs, c'est italien. Non, même à la fin, je trouve que c'est italien. Il y a une vraie base italienne. Un petit peu. Vous avez convoqué un peu les grands-mères de tout le monde, et puis... Ouais. Moi, je trouve que c'est un livre de recettes assez italien, mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. Oui, mais on vient de là, comme on dit. Oui, non, mais il faut pas oublier d'où on vient, et c'est délicieux, heureusement, vous cuisinez les fèves et le fenouil, donc ça va. Oui, par exemple, le velouté de fèves d'Hercule, ça c'est quand même génial. Dans la mythologie, en fait, on sait que Hercule a été élevé à ça. Qui a été élevé avec les fèves. C'est magnifique, il faut réhabiliter les fèves. Moi je le dis tout de suite, les gens ne mangent pas assez de fèves. Et vous les mettez à tremper, c'est très important, les légumes secs, les légumineuses sèches, les mettre à tremper. Oui, il y a une variété, une richesse, même au niveau des légumineuses, on peut les exploiter à tout niveau. On propose un gâteau au chocolat avec des haricots rouges. Ça c'est vous qui proposez le extraordinaire. On l'a mangé l'autre jour, avec du gingembre et du miso. Ça fait des années que je l'ai fait et c'est génial parce qu'en fait, on ne s'attend pas qu'un haricot rouge, mais en fait, c'est pas si méconnu que ça parce qu'au Japon, ils utilisent l'haricot rouge effectivement dans leur mochi, donc c'est une pâte au haricot que je trouve trop sucrée effectivement parce qu'ils rajoutent du sucre, mais c'est quelque chose, la légumineuse, qu'on peut tout à fait utiliser dans des préparations autant salées comme sucrées. Et on dirait pas que c'est des haricots en fait quand on heureusement. Parce que sinon les enfants... Parce que sinon ça serait salé. Enfin, on est habitué à les manger salés, c'est ça le problème. Alors que ça c'est une habitude, mais effectivement ça pourrait se manger autrement que salé. Alors on vous présente une nouvelle méthode ce matin, la méthode d'alimentation néolithique autour d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Manger néolithique aux éditions Lumière. Mes invités Serena Pavoni et Adriano Farano. Alors tiens, Serena, je voudrais juste qu'on parle parce que sinon on va oublier des pistaches. Des pistaches, j'ai appris dans votre livre que la pistache, bien finalement, c'est bon. Elle avait les 9 acides aminés essentiels. Tout à fait. Donc c'est la seule oléagineuse. C'est assez complet comme profil du coup protéines. Et c'est ce qu'on disait, on peut végétaliser l'alimentation en apportant des aliments qui vont compléter effectivement cet aspect acide aminé essentiel. Et chose qui est intéressante avec la pistache, c'est qu'on apporte aussi des bons lipides, des fibres, et il y a pas mal d'études là-dessus parce que ça a été montré par exemple que ça a un pouvoir d'améliorer les paramètres cardiométaboliques, ça aide à la perte des poids, surtout si on mange ceux avec la coque parce que l'effet de les éplucher, ça nous donne une idée de la quantité des matières, donc des fruits secs qu'on va effectivement manger. Et c'est des études qui ont été faites sur des quantités assez importantes de pistaches, on parle des 60-70 pistaches par jour. Donc et ça reste quand même bénéfique, c'est qu'on retrouve. Mais effectivement, au niveau comme vous disiez, des acides aminés, c'est parfait de manger des pistaches. Bien, Adriano, la boulangerie, c'était pas votre métier de base, vous étiez journaliste et puis un voyage aux États-Unis va changer votre vie. Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu une première vie de journaliste, ensuite je suis parti aux États-Unis parce que j'avais gagné un fellowship pour les journalistes. Bourse. Voilà, une bourse à l'université de Stanford. Et donc j'arrive à Stanford. Excusez du peu quand même. Voilà. C'était génial, Philippe, parce qu'en gros, vous arrivez sur un des meilleurs campus du monde avec en gros un prof sur deux qui était soit prix Nobel, soit il avait gagné une médaille, etc. Des gens brillants. Et en fait, vous avez droit à tous les cours sur l'université de Stanford. Et donc moi, je suis tombé amoureux de tout le monde des startups. J'ai donc décidé de créer une startup basée sur des vidéos d'information. Donc c'était une espèce d'agrégateur. Donc ça, c'est ma deuxième vie a commencé, donc de start-upper. Et ensuite, à un moment donné, je dois vous avouer que travailler avec des ingénieurs, des designers, être tout le temps devant un écran, etc., ça commençait à me peser.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du pain. Ça a été, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, j'en suis sûr, faire du pain à la maison, un exercice presque anti-stress, apaisant, surtout si vous le faites avec le levain naturel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aux États-Unis, on trouve du levain naturel comme ça ? On peut en faire. Ah oui, On c'est peut vous en qui l'avez faire. fait, d'accord. Moi, à l'époque, j'avais pas encore trouvé mon levain de 137 ans. J'en faisais comme ça. En fait, n'importe qui peut faire du levain. On peut le dire vite fait parce que c'est très simple. Eau, farine, vous mélangez, vous l'oubliez, comme les gens au pays de Sumer, vous revenez le lendemain, vous avez un levain. C'est très simple. C'est la magie de la fermentation spontanée. Et donc, je m'y étais mis et je retrouvais des odeurs, un côté tactile, etc., que j'avais quasiment oublié. Et c'est là qu'il y a eu une petite étincelle parce que je commençais à faire du pain. En plus, j'avais fait un fabrique avec mes mains et avec les pieds de mes enfants, un four en argile. Et donc, ce pain qui sortait de ce four était quand même très bon. On avait beaucoup d'invités à la maison. Mais il y en avait plein qui me disaient « Non, Adriano, je ne peux pas manger de pain, excuse-moi, mais parce que, tu sais, j'ai mis un peu de poids, on m'a dit que le pain, ça fait grossir. » D'autres qui me disaient qu'ils avaient des problèmes de ballonnement, de gonflement de ventre, d'autres encore qui étaient intolérants. Et là, je me suis dit « Mais c'est quand même bizarre, alors qu'on a mangé du pain pendant 10 000 ans, c'est aussi le sujet du livre, que ça soit devenu tout d'un coup avec... Est-ce que c'est un effet de mode ? Ou est-ce que c'est vraiment une explosion des intolérances? Et en fait, je peux vous dire aujourd'hui, j'en suis sûr à 300%, ce n'est pas un effet de mode. C'est que véritablement, on a tout changé chez le pain. C'était en fait le fruit donc de cette enquête que j'ai publiée, je ne mangerai pas de ce pain-là, de me dire finalement, on a tout changé. On a changé déjà la graine, le blé, parce qu'on est passé de blé haut avec des rendements plus faibles, ce qu'on appelle aujourd'hui les blés anciens, à des blés nains qui en étant petits vont pas s'affaisser, donc ils vont être beaucoup plus productifs. En plus, on met énormément d'engrais azotés. On est passé de la mouture à lamelle de pierre qui justement nous définit en tant qu'homme du néolithique à une mouture industrielle au cylindre métallique qui en fait va amputer les grains de blé de ses parties les plus intéressantes. Et puis troisièmement, on est passé de la fermentation spontanée au levain naturel à une fermentation à la levure. En faisant ça, le pain, qui était l'aliment de base sacré dans plusieurs cultures, dans plusieurs religions, dans toute la Méditerranée, est devenu de la malbouffe. Ouais, mais enfin, il y a quand même une responsabilité du consommateur qui s'est mis à demander du pain de plus en plus blanc. Exactement. D'ailleurs, c'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, sûr. les gens aujourd'hui, vous leur donnez du pain de couleur. Oui, c'est ça. Ça revient un petit peu, mais vous avez complètement raison. Et vous savez quoi, Philippe, les Égyptiens, déjà en raffolaient du pain blanc. Quelque part, la blancheur de quelque chose a été toujours associée à la pureté, à un côté, voilà. Et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, le pain, à partir du moment où la mouture elle est comme ça donne un pain beaucoup plus brun, il est meilleur nutritionnellement. Mais les Égyptiens, ils étaient justifiés. Nous, on n'est plus justifiés. C'est ça la chose. Parce qu'on a la science. On sait que c'est pas du tout l'esthétique du pain sous laquelle il faut viser. C'est plutôt la côté nutritionnelle. Et aujourd'hui, on a les éléments, effectivement, pour choisir un bon pain, comme pour choisir un bon produit de lait fermenté, ou un autre produit, effectivement, c'est meilleur par rapport à d'autres qui ont été complètement changés. Et là, Philippe, il faut que vous le sentiez, ce pain. Alors, là, vous avez coupé du pain avec un couteau de compétition. Oui, un couteau plein de soie, voilà. Et donc là, il est presque gris d'ailleurs, l'ami, elle est... Voilà. Oui, c'est une très belle couleur comme ça. Vous avez des la couleur de la croûte, formidable. Voilà. Donc, c'est un pain à base d'un blé dur ancien de Sicile. Donc on est en plein dans la Méditerranée. Historiquement, sans doute à l'époque néolithique, le blé est arrivé du Moyen-Orient. Oui. Il s'est installé sans doute avec les Phéniciens et ça donne donc en fait un blé vraiment ancestral qui est un blé dur, non pas un blé tendre, et qui est un blé ancien et non pas un blé moderne. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes de ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans une boulangerie artisanale. Oui. Ce blé, on l'a retrouvé à la base d'analyses qu'on a faites in vitro. Pourtant, les boulangeries artisanales... C'est bien, non? Eh ben non, pas trop.
pas trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Allez-y, en fait. tiens, tapez sur les artisans. Non, mais alors, les artisans, eux, ils y peuvent rien parce qu'en fait, ils ont été formés comme ça. Il y a tout un système duquel ils sont victimes. Ils sont que la pointe d'un iceberg. Mais en gros, ce qui a changé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le blé n'est plus le vrai blé. Oui. C'est un blé transformé. La mouture n'est plus la bonne. C'est une mouture qui va beaucoup trop vite. Et puis surtout, la fermentation, elle est à la levure. Mais les boulangers, eux, depuis les années 70, Philippe, ils ont été instruits pour faire du pain au levain avec la levure. C'est-à-dire que le consommateur, il rentre en boulangerie, il dit bonjour, je veux du pain au levain, et en fait, il y a aussi de la levure dedans. Mais les boulangers, c'est pas qu'ils sont en train de là pour les tromper, c'est qu'en fait, on leur a appris à rajouter la levure parce que ça va plus vite. Parce qu'on est dans une société qui, finalement, même au niveau de l'artisanat, moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, l'artisanat est devenu, en fait, quasiment un côté marketing. Si vous prenez un pain qui est fait sur place, ok, il est fait sur place, mais s'il y a les mêmes méthodes industrielles, où est la vraie différence? Voilà. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une véritable enquête. D'accord, mais vous l'avez trouvé où votre blé? Parce que. Et alors, on s'est vous avez mis rapproché. combien de temps pour trouver votre blé ancien? C'est 2-3 ans. C'est-à-dire, j'ai commencé en Californie, où je parlais avec des agriculteurs là-bas, et puis quand je suis venu en France, j'ai eu la chance de rencontrer une chercheuse à l'INRA qui m'a aidé à faire des analyses préliminaires. On a pris 35 variétés de blé et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus qu'une qui était susceptible de donner un véritable pain digeste. Mais c'était des analyses préliminaires. Ensuite, on a eu de la chance, parce qu'il existe quand même 16 000 variétés de blé. On a fait ce pain et les gens nous disaient, les gens qui étaient hypersensibles non cœliaques au gluten, ah bah c'est bizarre, moi ce pain-là je peux le digérer. Et donc c'est à partir de ça qu'on a développé Pane Vivo, et aujourd'hui voilà, on a les 4 boutiques à Paris et on envoie aussi le pain par correspondance. Un mot sur l'index glycémique de votre pain, parce que le pain est réputé pour avoir un index glycémique mouse. Ah bah là, on est la seule boulangerie qui est à ce niveau artisanal, on peut le dire, à mesurer l'indice glycémique via une étude clinique. Donc, c'est pas juste une éprouvette comme on peut faire pour plein de produits aujourd'hui, parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est moins prédictif de ce qui se passe au niveau de la physiologie humaine. Et alors, en gros, pour l'index glycémique, on est à combien? 48. Donc, c'est un aliment à indice glycémique faible. On est en dessous de 50, oui, donc c'est... Oui. Et c'est moins de certains fruits, comme une banane mûre. Donc voilà, on mange du pain, c'est pas quelque chose qui nous fait grimper la glycémie. Alors, et ça rassasie plus. Ouais, donc un enfant qui va manger par exemple une tartine de ce pain le matin, il va pas avoir faim jusqu'à 13h. Il faut en manger 2. Bah, même 2. 2 tranches. Parce que 2 tranches de votre pain contiennent presque autant de fer que la viande rouge. Exactement. C'est assez incroyable ça. On est à 2,5. Et 2 tiers de l'apport recommandé en magnésium. En magnésium, ouais. En gros, vous mangez 100 grammes de ce pain le matin. Effectivement, ça vous donne une valeur nutritionnelle assez extraordinaire. On est à 2,5 mg de fer contre 2,8 pour 100 grammes d'une entrecôte. Donc, on a par exemple une nutritionniste, Alexandra Ression, qui recommande 100 grammes de notre pain. Elle a observé chez des femmes anémiées qu'en 2 semaines, en fait, les valeurs du fer remontaient grâce au pain. Et c'est ce que disait Sénat tout à l'heure, c'est que les aliments végétaux peuvent aussi devenir un allié pour notre santé en termes consistant, que ce soit au niveau des protéines ou par exemple aussi de la disponibilité en fer. Minéraux et du coup des éléments qui effectivement sont anti-inflammatoires. Mais c'est pas parce qu'on a tous les temps, on a une inflammation peut-être extrême, c'est juste qu'il faut la garder sur un certain niveau. On est normalement inflammé, le problème c'est l'inflammation chronique. Tout à fait. C'est ça qu'il faut, d'un point de vue santé. Attendez, vous êtes venu avec d'autres pains là? Oui. Alors je sais que vous êtes gourmand. Non, vendez-nous du rêve à la radio. Alors ça, c'est le macchia. Donc macchia en corse comme en italien, c'est lié au mot macchi, c'est la tâche de la Méditerranée. Et donc puisque moi je me suis marié en Corse avec une fille aussi qui a un peu de sang sicilien, donc je vous laisse imaginer ma femme le caractère qu'elle a. Mais je suis tombé amoureux. Et, alors que vous avez bon caractère, évidemment. Donc, Et là vous avez donc de la myrte sauvage, vous avez également de la nepita, qui est une petite menthe sauvage avec des feuilles toutes petites. Et donc, il y a un petit côté mentholé. Je vais vous le faire goûter. Et vous allez voir... Ah oui, la myrte, c'est incroyable, de toute façon. Voilà. Ouais. Alors, la santé, quand même. Tiens, vous avez Digimond qui veut bien lui aussi prendre un peu de myrte. Voilà.
Et je vais vous donner, parce que je sais que vous n'avez pas Mais le ça temps sent la menthe. Hein. de le manger, mais le réalisateur, il peut le manger, pour tout à l'heure. Ah ouais, non, allez-y. Et ce pain, en fait, on va rajouter de l'huile d'olive de Sicile, donc ça rapporte le moelleux. Et quand on le mange, moi les gens m'ont dit, c'est incroyable Adriano, on se croirait en plein maquis corse sans payer le billet d'avion. Donc ça c'est le maquis. Franchement, si on pouvait faire passer des odeurs à la radio, ça sent le maquis. Ça c'est le maquis. Je le dis, ouais. Voilà. Et c'est ça en fait la beauté, je pense, pour revenir à la méthode néolithique, avec nos pains qui en sont une simplification, c'est que quand on va faire du bien à la biodiversité, finalement, on va se faire du bien au niveau du palais sans artifice. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre trop de sel, on n'a pas besoin de mettre trop de sucre. Nous, par exemple, notre pain va contenir 70% moins de sel qu'un pain normal. Mais pourquoi on peut faire ça? Parce que le pain normal, c'est quand même salé, faut quand même le dire. Hyper salé. C'est hyper salé. Ouais. C'est le principal vecteur en France de la surconsommation de sel et donc indirectement une des causes principales des maladies cardiovasculaires. Le pain, la base de notre alimentation. C'est ça qui, moi, me rend dingue et qui m'a vraiment poussé à créer Pane Vivo et puis avec Serena à s'associer pour vous proposer cette méthode néolithique. Autre chose que je vous ai amené, et ça c'est important notamment pour nos amis qui viennent comme moi de la Méditerranée, c'est le pain Sherazade. Alors Sherazade, vous connaissez l'histoire, Philippe? C'est une longue histoire, Sherazade. Les nuits, il y en a 1000 de nuits. Au moins. Voilà. Alors, juste pour le petit rappel, Sherazade était la première des femmes qui ne s'est pas fait tuer par le roi de Perse. Pourquoi? Parce qu'elle avait été maligne et il lui avait raconté des histoires. Oui, parce qu'elle a inventé le teasing. Voilà. Et c'est vrai. C'est la première qui invente le teasing. Donc, exactement. Et donc, nous, en fait, on voulait faire un pain anti-détox. En forme de figue, d'ailleurs, je dois dire. Alors là c'est plutôt un peu comme la lampe d'Aladin. Ah, c'est la lampe d'Aladin. Moi, je veux une figue. Vous êtes d'accord? Il faudra que j'en parle à mon psy. Mais après, si vous voyez la lampe d'Aladin, vous voyez la lampe d'Aladin. On en a un autre à la figue. Non, alors déjà, esthétiquement, c'est une tuerie, votre pain. Il est là, très, très beau. Sumac, que je pense vos auditeurs connaissent. Ouais. Nous, en Italie, on l'appelle il somacco, qui est donc une petite baie rouge qu'on ne va pas pouvoir manger comme ça, et qui en fait va apporter une pointe d'acidité qu'ensuite on va retrouver au niveau de l'indice glycémique. Avec une petite crème de pois chiche, je pense que ça va un petit houmous. Vous avez tous les acides aminés essentiels. Vous pensez pas que ça serait un repas complet, ça? C'est clair. Serena, c'est clair. Ouais. Et après il y a des feuilles de za'atar. Alors le za'atar, c'est ça que ça sent, c'est le za'atar. Voilà. Donc za'atar, attention, c'est pas la sauce, le mélange za'atar avec le sésame et compagnie, c'est vraiment la feuille du za'atar, c'est-à-dire en botanique Origanum syriacum. Syrie, donc au Moyen-Orient, l'origan sauvage de Syrie. Et ce pain Sherazade, vous pouvez le retrouver donc dans toutes nos boutiques. Donc à Paris, on est juste, je le rappelle, dans le 5e, dans le 7e, dans le 10e, 16e et 20e arrondissement, et on peut se le faire expédier partout en France. Oui, vous livrez. Mohand, il est comment le pain? Tiens, parlez, Mohand. Je connais votre grande timidité légendaire. Ah non, non, alors. Ça salive là. Je retrouve le goût de l'origan. Magnifique. T'as trouvé ça? C'est top. Mais c'est un origan qui est en bois. Hein. C'est de l'origan qui a... Ouais, mais Mohand, il a un estomac de compétition. Donc, Bon, allez, on arrive à la fin de l'émission. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Montrez votre livre qui vient de sortir, Manger néolithique. Alors, c'est la méthode. Donc, vous avez à l'intérieur, vous avez les aliments et le principe de la méthode. Il y a 10... commandements, alors je ne sais pas si on va les appeler commandements, mais en tout cas il y a 10 principes de base qu'il faut retenir. Votre éditeur c'est Ilmer. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Vous en parlez avec tellement de passion. C'était un bonheur que de vous écouter. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.